Salut tout le monde, bienvenue à un épisode de l'Update. Je me présente, je m'appelle Virginie Lavoie et je suis directrice marketing de Third Bridge. Avant même que je me lance dans l'explication et dans les détails de l'épisode d'aujourd'hui, je vous rappelle que l'Update, c'est un podcast de Third Bridge. Third Bridge, on est une agence qui est spécialisée dans le développement d'applications mobiles et de logiciels sur mesure, ici même à Montréal. Pour nous, livrer du code de qualité, c'est vraiment la base. Là où est-ce qu'on va aller se démarquer, c'est vraiment en créant des produits numériques qui se démarquent par leur expérience utilisateur de qualité supérieure. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Nick et moi, on a eu la chance de s'entretenir avec un client de longue date chez Third Bridge qui est Feric. Feric, c'est une entreprise qui est dans le domaine financier. En fait, c'est un fonds d'investissement qui est destiné aux ingénieurs. Et puis, on travaille avec eux depuis quelques années chez Third Bridge sur leur application mobile. Donc, c'était vraiment intéressant, non seulement d'en apprendre davantage sur leur industrie, mais également d'en apprendre davantage sur l'importance qu'ils accordent à l'expérience utilisateur à travers leur application, puis tous les efforts qu'ils mettent sur l'application-là pour offrir vraiment un service de qualité supérieure à leurs investisseurs. Je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode. Bon épisode! Third Bridge. On travaille toujours sur la prochaine update. Maxime, Pérouse, bienvenue à l'Update. Merci. On se fait un petit cheers pour commencer. Santé. Cheers. Cheers. Nick, re-bienvenue à la co-animation. Merci. Moi, faut que je prenne une gorgée, hein, c'est un peu. C'est de la malchance, sinon. L'épisode ne sera pas bon. Si tu C'est le Exact. temps de mauvaise soirée. la version Comme un censurée. miroir. Exact, c'est ça. All right, ben, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. On est toujours vraiment particulièrement excités de recevoir certains de nos clients sur le podcast. Ça fait toujours des épisodes qui sont vraiment intéressants. Donc, avant même de commencer avec mes questions, je vous laisserai vous présenter respectivement. Ça, c'est la partie difficile. Ah oui. Je vais commencer. Firouz Nikpournaini, directeur expérience client et évolution numérique. Je travaille chez Feric depuis 11 ans. Donc, j'ai commencé... On est deux organismes à but non lucratif, Service Investissement Feric et Gestion Feric. J'ai commencé chez Service Investissement Feric et je continue maintenant avec Maxime et l'équipe technologie dans la filière Gestion Feric. Et moi, c'est Maxime Goulet-Dion. Donc, je suis VP en charge de la technologie depuis maintenant 6 ans. Ingénieur, fait que je connais l'organisation depuis pas mal de temps quand j'étais sur les bancs d'école à Polytechnique, où j'avais entendu parler de Feric. Et au cours de ma carrière, j'ai recroisé l'organisation. Feric, c'était un de mes clients quand j'étais en conseil. Puis, il y avait de l'intérêt commun pour continuer à travailler ensemble. L'organisation qui grandissait. En 2017-2018, j'ai joint l'organisation pour des projets stratégiques. Et on a vraiment, depuis, progressé beaucoup dans l'organisation. On a maintenant des belles plateformes numériques à notre actif. Puis on va vers le futur. Très cool. Exact. Très cool. Puis, ce que les gens savent pas, c'est qu'on se voit aujourd'hui, mais on s'est vu il y a quelques jours aussi pour la première fois. C'est rare que je suis exposée aux clients chez Third Bridge. Je suis un peu plus de mon côté. Fait que j'étais bien contente de faire votre connaissance. Puis quand on se parlait à ce moment-là, vous me parliez que Feric a célébré ses 50 ans cette année. C'était bien spécial pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé à travers l'histoire de Feric? Comment vous en êtes venu à ce que vous êtes aujourd'hui? Je ne veux pas t'interrompre, mais on pourrait expliquer Feric avant pour Oui. les auditoires. Bien, absolument. Parce que Excuse-moi. t'avais-tu l'intention de faire ça? J'étais dessus. Je serais plus invité. Exact. Comme j'expliquais, on est deux organismes à but non lucratif, Service Investissement Feric et Gestion Feric. Nous célébrons notre 50e, en fait, c'est 50e anniversaire de nos fonds. Et ça a été fondé par des ingénieurs pour les ingénieurs. C'est un peu pour ça que c'est exclusif aux ingénieurs. Et notre mission, c'est d'accélérer l'autonomie financière des professionnels en génie au Québec. Et pour vous donner un peu de l'idée comment ça fonctionne, le modèle d'affaires, on a le cabinet en planification financière qui est le service d'investissement Feric, qui est courtier en épargne collectif. Donc, et Gestion Feric, qui est le manufacturier des fonds et gestionnaire des portefeuilles. C'est un peu nous, dans le fond, notre clientèle, c'est les étudiants en génie, les professionnels en génie et leur entreprise et leur famille. Exact. Donc, vraiment une organisation différente. En finance, c'est rare des organismes à but non lucratif. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réinvestit tous les profits
pour le service à la clientèle, ce qui nous permet d'avoir des produits à bas frais, compétitifs. Nos employés ne sont pas à commission, c'est salaire et bonification selon la performance de l'organisation. Nice. Ça nous donne vraiment l'occasion de faire du conseil non biaisé. Il n'y a pas de pression de vente chez Féric. Donc, pour le client l'apprécie en bout de ligne parce que c'est vraiment pour l'expérience client, on est là pour conseiller les gens du mieux de nos capacités. Et les ingénieurs sont très occupés, donc, et clientèle très exigeante, donc ils veulent toujours avoir un service efficace. Donc, ça a été toujours le core de notre business d'offrir un service de haute qualité pour les clientèles qui sont, je dirais, occupées et très exigeants. Puis ce besoin-là, en fait, cette décision-là de s'orienter directement vers les ingénieurs, je sais que ça fait 50 ans, fait que c'est peut-être... mais est-ce que vous savez un peu c'est quoi l'origine de cette décision-là, puis encore à ce jour de la... Oui, en 1974, ça a été fondé par quelques ingénieurs qui ont pensé qu'il n'y avait pas assez pour leur argent quand ils changeaient beaucoup leur emploi, puis à chaque départ, ils devaient investir pour leur fonds de pension ou transférer. Et avec les banques, ils trouvaient que ils se faisaient un peu avoir avec les frais très élevés. Fait qu'ils ont dit, on peut faire mieux. Et c'était là l'idée de partir. C'est sûr qu'avec un modèle d'organisme à but non lucratif, on arrive à offrir des frais plus compétitifs et un service de qualité, je dirais, égal ou même supérieur à ce qui est dans le marché. Ouais, cool. Tout bon ingénieur pense qu'il peut tout faire. Fait que c'est un peu dans ce mindset-là que les gens se sont dit, si les banques, des institutions financières peuvent le faire, pourquoi pas nous? Puis ils sont fait accompagner de différentes organisations à travers les années pour vraiment offrir un produit qui est très compétitif. Puis là, vous parlez historiquement, c'était ça la logique derrière, mais en date d'aujourd'hui, c'est quoi l'avantage de faire affaire avec un fonds comme Féric versus aller avec sa banque, avec sa caisse? Beaucoup d'avantages. On a vraiment une approche d'investissement à long terme. Donc, nous, on est là pour accélérer l'autonomie financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire progresser l'épargne des gens du mieux possible. On fait depuis plusieurs années du ESG, fait des facteurs d'investissement pour l'environnement, la société, puis la bonne gouvernance en général, avant que ça devienne un hype il y a quelques années. Nous, ça fait 20-25 ans qu'on investit selon ces principes-là parce que c'est bon pour le long terme. On a vu que les rendements des entreprises qui adoptent ces principes-là, en général, sont mieux après plusieurs années. Fait que ça, c'est un des avantages. Au niveau service, pour le cabinet de planification financière et le courtier en épargne collectif, on a quand même une offre distinctive, je dirais, comme il y a des planificateurs financiers qui travaillent. Dans les organisations, dans les institutions financières, souvent, il y a comme un montant de départ pour entrer, il faut avoir beaucoup de sommes accumulées pour pouvoir avoir une planification, avoir un planificateur financier. Nous, tout le monde bénéficie de même service et tout le monde peut, à différents moments clés de leur vie financière, pour consulter des professionnels. Donc aussi, on a une équipe chevronnée, vraiment des conseillers d'expérience qui peuvent conseiller nos clients. Puis peut-être un dernier, comme on a un bassin de clientèle qui se ressemble, leurs objectifs sont pas mal les mêmes. Ça nous permet de pouvoir mieux répondre versus d'autres organisations qui servent l'entièreté de la population ou plus de personnes, plus de besoins différents, moins ciblés. C'est un bon point. Puis justement, là, tantôt, on parlait de ce personnel-là qui est visé, qui est un peu plus... qui est les ingénieurs, en fait. Et puis, est-ce que vous direz que c'est à cause de ce personnel-là, puis de cette audience-là, puis de ces clients-là, que vous investissez autant en technologie? Parce que là, on l'a dit, vous travaillez avec ThirdBridge, on fait une application qui est super. Mm-hmm. Et... c'est ça. Est-ce que c'est cette clientèle-là qui vous pousse à autant investir en technologie? Oui, je dirais qu'on l'a mentionné, les ingénieurs sont parfois assez exigeants, ils savent ce qu'ils veulent, sont au courant souvent comment les choses fonctionnent. On a souvent des ingénieurs en logiciel ou informatique qui nous parlent d'idées qu'ils ont, puis ils veulent proposer une suggestion. Puis, on a la volonté des gens de participer là-dedans. Puis l'œil critique aussi, les ingénieurs veulent souvent des choses bien faites. Fait que ça nous pousse à avoir un niveau de rigueur élevé pour le produit final qu'on vient leur proposer, que ce soit un produit financier ou l'application mobile, le site web, le portail qu'on a créé pour leurs besoins.
Les ingénieurs. Hein? Mais ça donne des défis intéressants parce que justement, avant de lancer l'application mobile, on a travaillé beaucoup sur le portail client qui était lancé en 2018. Et on s'est trouvé avec beaucoup de fonctionnalités, un portail transactionnel, mais c'était pas juste un site web pour faire des transactions. Et au moment qu'on a fait de l'application mobile, ben, on voulait un peu donner, on voulait pas limiter nos clients avec certaines fonctionnalités de base. Donc, répliquer toutes les fonctionnalités du portail, c'est un défi intéressant. Personnellement, je trouve ça vraiment intéressant il faut être créatif parfois pour donner toutes ces fonctionnalités-là dans une application. Puis ça nous amène où on est aujourd'hui. Ben, en fait, j'étais juste curieux, parce que ça fait 50 ans que vous existez, puis je trouve que des compagnies comme ça, que ça fait longtemps, d'être aussi à jour d'un point de vue technologique, c'est quand même bien, puis c'est pas tout le temps, des fois, on s'habitue à nos façons de faire. Puis je me demande, est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti à un certain point, un virage technologique? Ça s'est-tu passé avec un changement de leadership, ou ça s'est juste passé organiquement avec le temps? Organiquement, je dirais, étant un but non lucratif, on n'est pas drivé par faire un profit puis enrichir un actionnaire. Notre mesure numéro 1 à l'interne, c'est la satisfaction de la clientèle. On fait un sondage à chaque année sur diverses facettes de l'organisation, puis la satisfaction globale, je dirais que depuis plusieurs années, ça fluctue en haut de 90, même 95% de nos clientèles qui nous déclarent très satisfaits des services. Fait que c'est plus dans cette optique-là où on s'est dit comment on fait pour maintenir ou même essayer d'augmenter le niveau de satisfaction chez nos clients. Ben, ça passe par une application mobile avec un meilleur UX, meilleure utilisabilité, le design, les fonctionnalités élevées. On est vraiment à l'écoute de nos clients aussi. On voit avec les conversations qu'on a eues avec eux, puis c'est un peu mon travail, là, je vois à travers plusieurs canaux c'est quoi qu'ils cherchent, c'est quoi pour eux important de voir. Les besoins sont très différents, là. Il faut dire que un graphique de rendement, c'est très intéressant et important pour un ingénieur, puis ça pourrait être donc, c'est très personnalisé, l'offre, et on est capable de capter quand même les besoins, puis comment ça évolue à travers le temps. Comme on a une bonne présence en plusieurs canaux de communication, là, donc on a un centre de contact, le service conseil, on peut avoir plusieurs données à travers ce centre-là, une présence physique, donc on rencontre les gens en personne, et également présence numérique qui est en train d'étendre à travers le chat et différentes plateformes. Donc, ça nous donne quand même beaucoup de données à savoir comment évoluer l'offre féerique. Puis justement, j'aimerais ça revenir à quand tu parlais du portail que vous avez vraiment mentionné, que vous avez pris toutes les fonctionnalités du portail puis vous les avez envoyées sur l'application mobile, mais à quel point le comportement de l'utilisateur change sur le portail web versus sur l'application mobile? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui ont dû être modifiées, qui doivent être différentes? Est-ce qu'il y en a qui sont juste pas utilisées sur l'application mobile? Bien, je dirais que pour répondre à ta question, je vais te donner le contexte. On a lancé une application, on a commencé avec notre collaboration avec vous en 2018. On a lancé une nouvelle la première application qu'on pourrait appeler. Et il y avait certaines fonctionnalités de base. Il n'y avait pas toutes les fonctionnalités. C'est lors de la refonte, il y a 2 ans, en 2022, l'application a été lancée l'année dernière, finalement, mais c'est à ce moment-là qu'on a dit, on s'est donné le défi d'avoir toutes les fonctionnalités, mais aussi avoir des fonctionnalités exclusives pour l'application mobile. Donc, ça nous a pris du temps à faire ça parce que aussi, lors de la refonte, on a sondé nos clients, on a eu des focus groups, on a parlé, puis on voulait vraiment voir qu'est-ce qu'ils voulaient faire, nos clients. Et ce que moi, j'ai compris, c'est que vraiment, même si on change du portail à l'application mobile, on veut pas... l'expérience doit être harmonisée. On veut pas vraiment créer un choc pour nos clients. Puis ils veulent qu'aujourd'hui, ils ont décidé d'aller sur leur tablette, sur leur application, sur leur cellulaire. C'est comme ça qu'ils veulent transiger. Donc, on a gardé ça en tête, puis c'est comme ça qu'on avance pour nos futurs projets.
Même on a quelques surprises. On s'attendait à ce que l'application mobile soit utilisée pour des besoins de court terme, là, voir le solde d'un compte. Est-ce qu'une transaction a passé la veille? Mais ce qu'on a été témoin, c'est qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités qui prennent plus de temps, qui sont faites sur le mobile. Des ouvertures de nouveaux comptes, la révision de dossiers, même des transactions que les gens font sur le pouce, là, dans les transports ou en attendant quelque chose sur leur téléphone mobile. Fait que l'utilisation est encore plus importante que ce qu'on anticipait au départ. Ah ouais, hein? C'est quand même intéressant, ça. Ouais. C'est ça qu'on se parlait avant, quand on se préparait à l'épisode, on était comme, il me semble que les gens ne doivent pas faire des grosses transactions nécessairement sur leur appareil mobile. Je vais prendre la peine d'aller sur mon ordinateur, je ne le ferai pas sur mon téléphone. Je sais pas, dans ma tête, je le voyais comme ça, mais là, ça prouve un peu le contraire. On a vraiment deux personas. Il y a certaines personnes qui préfèrent être sur la version web. On a même des gens qui ont une feuille Excel à côté, puis ils font un suivi de leur portefeuille. Puis ils vont chercher de l'information de notre côté, ils mettent à jour, puis ils suivent. Puis des fois, ils nous challenge. Hey, j'ai vu, il y a une différence ici, ou pourquoi il n'y a plus telle information? Si on a le malheur de retirer des fois des détails qu'on pensait qui étaient plus ou moins importants, ben, il y a quelques personnes des fois qui nous soulignent, non, j'avais telle fonctionnalité que j'avais faite de mon côté, puis c'est important. Puis l'autre persona, c'est vraiment peut-être des gens un peu plus jeunes. Puis c'est un peu pour ça qu'on a développé l'app mobile aussi pour aller chercher une autre, rajeunir notre clientèle là, qui sont plus à l'aise sur le téléphone mobile, qui sont pratiquement nés avec ça. Puis vous avez remarqué ça, que c'est surtout les jeunes qui utilisent l'app mobile plus exhaustivement? Il y en a de tous les âges, mais... on a été surpris lors de nos entrevues avec nos clients que oui, mais les besoins sont différents parce que, par exemple, une observation personnelle que j'ai eue, la tablette était très populaire dans le segment d'âge de 50 ans et plus, mais ils veulent plusieurs fonctionnalités, ils ont des besoins, ils nous demandaient qu'il manquait telle ou telle chose. Donc, le besoin est là. Mais par exemple, nos jeunes, ils vont vouloir avoir des nouvelles, ils vont vouloir consulter d'autres fonctionnalités. Je pense que c'est en constant changement et évolution. Honnêtement, je pense que la réalité pourrait être différente l'année prochaine ou dans 2 ans. Fait qu'il faut vraiment suivre les indicateurs, continuer à parler avec nos clients. Sur l'application Féric directement, il y a un genre de newsfeed économique, right? Oui, exactement. Avant la connexion, puis même en session connectée, en bas de l'écran, il y a toujours les nouvelles. On a même intégré, je pense, notre podcast à nous, la page que les gens ils peuvent écouter. C'était dans une demande qu'ils voulaient regarder, voir, ça soit plus interactif, genre de pouvoir avoir des réponses à leurs questions. C'était ça l'idée aussi. Donc, il y a un côté pour diffusion d'informations que les gens apprécient. Donc, nous, on veut le mettre l'avant, puis ça semble être une des fonctionnalités que les gens cherchent également. Oui, mais marketing-wise, c'est vraiment intéressant justement d'ajouter ça à son application parce que ça crée un sentiment d'engagement, de communauté à travers Féric qui va bien au-delà de juste gérer ses finances. Là. C'est également de justement s'éduquer sur le sujet à travers l'application. Fait que c'est vraiment une belle utilisation du mobile, je trouve. C'est une des facettes d'accélérer l'autonomie financière. C'est pas juste par des produits, des services. C'est l'éducation financière, la compréhension. Les gens ont des questions. Des fois, sont un peu gênés. Tout le monde part à la base, puis on apprend ce qu'on sait plus tard. Mais on a un rôle là-dedans pour faire progresser la compréhension des gens, de la finance qui peut être compliquée. Puis j'ai mentionné que notre offre est ouverte aux ingénieurs, mais aussi les étudiants en génie. Donc, on échange beaucoup avec différentes universités et les étudiants vont vouloir, ils nous demandent ou ils veulent peut-être faire un budget, savoir comment gérer leur budget mensuel. Donc, on a des articles, des outils, des calculateurs également dans l'application qui permettent de répondre à ces besoins-là. Ouais, mais j'allais juste dire, comme tu as dit, je trouve que c'est une cool façon, tu sais, puis c'est bien d'utiliser l'application comme ce médium-là, de justement s'inviter puis de créer un contact plus direct. Mais, ouais. Non, ben, j'allais récapituler aussi, fait que bien joué. Mais je me demandais aussi, initialement, est-ce que ça faisait partie de votre mission d'utiliser l'application comme un moyen d'éduquer ou c'est justement en faisant les focus groups, en parlant avec les gens que vous avez réalisé que c'était vraiment un besoin? Est-ce qu'initialement, c'était plus un outil de suivi peut-être pas pour la première application, mais en discutant avec notre clientèle, on voyait
que justement notre équipe marketing sont très actifs pour rédiger des articles, l'éducation financière, donc pour donner toute l'information nécessaire aux jeunes ou même peu importe tout investisseur qui veut apprendre davantage. Donc, nos clients nous le demandent souvent, fait qu'on avait dit comment on peut leur répondre à ce besoin-là. Et sûrement que ça va changer. Aujourd'hui, c'est en podcast, en forme d'article, mais ça peut changer encore dans les années à venir. On avait aussi le rêve un peu fou d'avoir une application qui est tellement bonne que les gens veulent la télécharger, l'utiliser, même s'ils ne sont pas encore clients Féric, puis qui, en la découvrant, décident d'ouvrir un compte avec nous, de devenir client. Est-ce que c'est mission accomplie? Ça reste à voir. On a quand même un bon taux de nouveaux clients. Oui, exactement. Puis on a pensé à ça vraiment que même une personne qui télécharge l'application et qui n'a pas de compte avec nous pourrait interagir avec 2-3 calculateurs différents, lire nos nouvelles, se renseigner sur qui on est. Donc, je pense qu'il y a quand même une utilité pour télécharger l'application, même si on n'est pas un client Féric. Puis avez-vous conscience que ça arrive un peu? Il faudrait consulter nos collègues au marketing. Je veux pas inventer des chiffres, mais non, c'est vrai que j'ai pas les données pour ça. On sort l'analytics, là, on check ça. Ouais. Mais je serais curieux, sinon vous parlez beaucoup de l'avenir. Tu sais, je vois que vous vous positionnez très technologique. Est-ce que vous avez des scoops, des idées? Est-ce que vous pouvez les communiquer? Là, on n'a pas... C'est sûr qu'on se tient au courant des développements. J'étais à une conférence cette semaine sur l'intelligence artificielle. C'est sûr qu'on veut utiliser ça. Oui, court terme, j'espère. Et la technologie avance tellement vite, puis les possibilités ont l'air du moins infinies aujourd'hui. Ça va peut-être se préciser assez rapidement. Chaque année, on investit dans nos plateformes vraiment pour rajouter des nouvelles fonctionnalités. On s'inspire de ce qui se fait à l'extérieur, notamment dans l'industrie financière, mais toutes les autres industries pour voir c'est quoi au niveau expérience client, qu'est-ce qui est pertinent au niveau technologique, qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Il y a, je pense, 2 ans, 1 an et demi à peu près, on a lancé notre chatbot sur notre site web, même sur le portail client, puis dernièrement dans l'application mobile. Donc, on veut voir avec comment les clients veulent entrer en contact avec nous. Des fois, ça se peut qu'ils ont une question sur une page. Et on va être plus présent avec eux, même sur une page web, lorsqu'ils sont en train de lire un article ou transiger sur le portail client. Donc, ça va sûrement, à mon avis, évoluer dans le temps pour voir comment, c'est quoi les canaux que les clients préfèrent. Voilà. Une question que j'aime toujours poser à nos clients, c'est pourquoi initialement vous avez décidé de faire affaire avec une équipe comme ThirdBridge au lieu de justement, vous saviez que vous alliez faire des investissements à long terme en technologie dans votre application. Pourquoi ne pas avoir recruté votre propre équipe à l'interne de développement versus avoir fait affaire avec une agence comme ThirdBridge? Oui, bien, chez Gestion Féric, service d'investissement Féric, ce qu'on fait, c'est pas de la technologie, c'est pas notre core business. Nous, c'est faire des fonds communs et de conseiller des clients sur leurs besoins financiers. Donc, on voulait se faire accompagner vraiment de spécialistes en la matière qui s'y connaissent. Pour avoir le plus rapidement possible un produit intéressant à proposer à nos clients, puis bénéficier de l'expérience, de l'expertise d'une autre équipe. Puis je pense que l'histoire montre que le partenariat est solide. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille ensemble. Très bonne décision. Puis ben là, en date d'aujourd'hui, puis là, juste pour me mettre un peu plus en contexte, Maxime, est-ce que tu es autant porté à travailler avec l'équipe de développement de ThirdBridge que Firouz Live ou c'est plus Firouz? C'est plus Firouz aujourd'hui. Okay. Moi, j'ai pris un pas de recul, mais on collabore souvent ensemble, brainstorm, suivi des projets. Donc, mon rôle, c'est plus au niveau de la stratégie, voir où on veut s'orienter à moyen et à long terme, m'assurer qu'on a le support de l'organisation, puis tout bien connecté à l'intérieur pour que ça soit coordonné avec les autres équipes. Pouvoir supporter Firouz, puis le reste de l'équipe qui travaille là-dessus, enlever le roadblock du quotidien. Moi, ça fait 2 ans, je pense, avec l'équipe de ThirdBridge, donc puis ça se passe bien. On n'a pas à se plaindre. Tu peux nous le dire, là, c'est là qu'on règle ça au podcast. Ça va se passer bien. Mais justement, mettons, dans ton rôle depuis la refonte, parce que la refonte d'une application, c'est quand même un très gros chantier. C'est quoi, selon toi, les plus gros challenges que tu as eu à travers ça? Bien, je pense que première étape de la refonte, c'était parler avec nos clients. Ouais.
évaluer l'application actuelle. Puis aussi, nous, on avait d'autres objectifs. C'était d'accélérer un peu le développement, optimiser nos investissements sur l'évolution de l'application mobile. Donc, on a un peu changé un framework du travail pour qu'on puisse développer plus rapidement et plus facilement pour Android et iOS. Il y avait plusieurs choses à prendre en considération. Aussi, l'expérience client, ben moi, c'est mon expertise, c'est ma passion aussi, que je trouve que ça rejoint beaucoup souvent, on parle de UX, UI, mais c'est un peu la même chose de faire tous les parcours, se mettre dans la peau du client, vraiment de faire les tests, puis dire que on peut faire des erreurs. Des fois, les choix on fait des choix. Puis pouvoir ajuster rapidement, ça a été les défis, je dirais, principaux, c'est vraiment aussi être à l'écoute de nos clients, puis aller chercher le feedback également pour voir est-ce que c'est ce qu'on développe, ça répond exactement aux besoins de nos clientèles. Très cool. Ça semble être vraiment présent dans vos valeurs d'entreprise, là, l'écoute. Puis Mathieu, vous le disiez tantôt, là, c'est votre métrique principale. Je trouve ça très le fun. Ça doit être une belle façon de gérer une business. Oui, je dirais parce que ultimement, c'est nos clients qui vont nous noter. Puis on travaille pour eux. Et moi, je trouve que c'est le meilleur indicateur de succès pour une organisation. Puis dans le développement de l'organisation aussi, si on fait bien notre travail pour notre clientèle, bien, le développement va se faire tout seul, puis l'avancement des projets aussi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Maxime, mais pour moi, ça a été toujours l'indicateur. Totalement. Puis justement, encore une fois, je reviens à la refonte, puis là, je comprends que cette refonte-là visait à justement faire la meilleure expérience possible, mais mettons pour les gens qui nous écoutent qui ne sont pas nécessairement au courant. Oui. Pourquoi ne pas être parti de ce que vous aviez initialement avec votre application, puis bâtir de nouvelles fonctionnalités, puis juste la repeaufiner à partir de ce que vous aviez, puis finalement faire une refonte complète? C'est quoi les motivations derrière ça? On voulait moderniser aussi l'application, aller chercher aussi joindre notre clientèle. On sentait qu'on n'arrivait pas à joindre notre clientèle jeune étudiant, puis rajeunir un peu l'image, mais aussi de voir, il y avait un besoin, là, les gens ils disaient, par exemple, telle action, pour le faire, je dois aller sur mon ordinateur. Donc, ça a retardé un contact avec nous, dans le fond. Donc, je dirais, si je veux le résumer sur 2 points, c'était aller joindre les jeunes, puis aussi répliquer les fonctionnalités. Avec l'ancienne application, on sentait que ça prenait beaucoup de temps pour le changer. Comme j'ai mentionné, on a fait le changement de framework pour le Flutter qui nous permettait d'avoir un développement plus rapide. Ouais, mais je me rappelle que j'étais un peu impliqué dans ces discussions-là au niveau de la première puis de la deuxième version. La première version, ces technologies-là hybrides n'étaient pas encore assez développées. Okay. Puis quand on parlait de la refonte, là, ça commençait à être vraiment plus solide puis prêt pour des apps en production comme ça. Puis effectivement, là c'est très geek pour le podcast. J'aimerais ça qu'on pense. Là, tu veux réinviter PE d'un coup que ça devienne moins dingue le podcast. Mais non, ça permet de développer plus vite pour les 2 plateformes. Puis, parce que, mettons, la technologie initiale évoluait pas assez vite pour qu'est-ce qu'on voulait faire, genre? Ben, la technologie initiale, dans le fond, il fallait développer en double. Fait qu'une fois pour Android, une fois pour iOS. Ah oui, parce que puis les technos hybrides, ils n'étaient pas très matures au moment où on a fait la première version de l'application. Okay. Puis quand la deuxième est arrivée, là c'était solide. Puis là, ça permettait en fait, ça permet des itérations plus rapides parce qu'on développe une fois puis on déploie les 2. OK. Je comprends tout maintenant. Parfait. Je vais pouvoir réexpliquer dans ça mes mots. Ça va-tu être le segment ingénieur de la... Oui, c'est le point du geek. On fait ça maintenant. On ne pouvait pas inviter une entreprise dans le domaine de la finance qui a des outils technologiques sans parler de cybersécurité, bien que je ne pense pas qu'il y ait personne autour de la table qui est un expert en cybersécurité, mais on va être capable d'en parler un peu pareil. Avec tout ce qui est arrivé de la loi 25, quels sont les challenges que vous avez vécus dans la dernière année, les 2 dernières années? Qu'est-ce que vous avez dû mettre en place? Ben, non seulement la loi 25, mais tous les incidents de cybersécurité qu'on entend dans les nouvelles...
Donc, pour nous, on gère l'argent des gens. Oui. Puis, je dis souvent, on est un petit joueur, mais on joue dans les grandes ligues. Notre compétition, les grandes banques, les grandes institutions financières ont des gros budgets, investissent beaucoup en cybersécurité parce qu'ils gèrent l'argent des gens. Ben, c'est pas différent chez nous. On doit avoir un niveau de sérieux. Donc, pour nous, c'est vraiment d'investir des sommes, que ça soit présent tous les jours dans nos réflexions, la sécurité de l'information, la sécurité des données, la sécurité financière. Donc, ça fait vraiment partie des réflexions. Notamment dans la refonte, une des améliorations de cette année, on a ajouté le deuxième facteur d'authentification dans l'app mobile. C'est quelque chose qu'on avait optionnel depuis plusieurs années sur le web et sur le mobile. Maintenant, on l'a rendu obligatoire pour les connexions parce qu'on voyait que c'était une amélioration au niveau de la sécurité, puis c'est une tendance aussi sur le marché. On le voit tous sur les plateformes bancaires qu'on utilise. Mais de la façon qu'on l'a fait, on voulait que ce soit avec le moindre impact sur l'expérience client, que ce soit facile d'utilisation. Donc, c'est une de nos considérations d'assurer la sécurité, pas au détriment de l'utilisation de l'application. Puis c'était là où l'importance de faire des parcours clients à chaque fois, de parcours utilisateur. On peut dire c'est de vraiment, à partir du moment que le client il prend le téléphone puis il veut faire la connexion, toutes les étapes qu'ils vont avoir. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir le réflexe de, OK, on met une barrière, un obstacle, une friction, mais finalement, les clients ont très bien réagi au produit final, mais c'était ça le défi. Puis il y a aussi, avec la loi 25, gestion des témoins aussi, qu'on a les cookies. Fameux cookies. Donc, c'était intéressant parce que moi, ce que j'ai aimé, toutes les institutions étaient en train de vivre un peu les mêmes défis. Puis finalement, ce que ça fait, c'est que les gens sont maintenant habitués. Quand ils vont se connecter à une application, surtout bancaire ou financière, c'est un peu normal qu'on veut protéger nos clients. Puis donc, mais on essaye de le faire le plus smooth possible. Mais je trouve ça intéressant parce que, effectivement, tu rajoutes une étape, fait potentiellement de la friction, mais j'ai l'impression que maintenant les gens sont habitués. Dans une app financière, c'est presque plus rassurant que irritant au final là, d'avoir. Puis, en tout cas, juste le fait, je me rappelle, là, vous êtes la première app dans laquelle on a intégré de la biométrie. Je pense que la première version avait la biométrie. C'est vrai. Fait que c'était quand même un souci depuis longtemps, cette sécurité-là. Oui, puis c'est un peu le focus de l'évolution de l'app. On veut utiliser de plus en plus de fonctionnalités qui sont exclusives sur un appareil, un téléphone intelligent. Fait que la biométrie le pousse. C'est beaucoup plus facile sur un appareil, des ordinateurs qui l'ont aussi. Mais plus sécuritaire aussi. Fait que c'est natif sur l'appareil. Très populaire, d'ailleurs, chez nos clients. Qui accélère la connexion. Fait qu'en mettant le tout effet en place, vous n'avez pas nécessairement eu plus de gestion au niveau du service à la clientèle, des gens qui ont perdu leur courriel, qui reçoivent pas un code. On l'a fait différemment. Je suis fier de le mentionner, qu'on l'a fait différemment parce que on voulait être inclusif. La plupart des institutions financières vont proposer, ou je dirais applications qui offrent authentification à 2 facteurs, vont proposer un texto, un courriel. Nous, on avait ajouté également la voix. Puis on s'est dit, on n'a pas pris pour acquis que tout le monde pourrait avoir un courriel ou un cellulaire. Donc, c'est vrai que là, je parle d'authentification, application mobile, mais on l'a appliqué aussi pour notre portail client. Donc, quelqu'un qui va sur le portail client pourrait avoir plusieurs canaux différents pour recevoir. Donc, on voulait être inclusif, proposer aussi 4 méthodes d'authentification que le client préfère, dans le fond. Pour limiter les frictions possibles. Exactement. Mais avec la reconnaissance du vocal, parce que j'avais la discussion avec notre directeur technique ce matin, puis justement avec tout ce qui est intelligence artificielle, qu'on peut maintenant reproduire des voix assez facilement, est-ce que ça peut être un enjeu potentiel? C'est pas la reconnaissance vocale qui est utilisée dans le fond quand j'ai mentionné l'appel, c'est que l'utilisateur reçoit un appel. OK, la voix dans le sens de l'appel. Avec la voix qui donne les 6 chiffres qui doit entrer pour authentification. Dans le futur. Oui, mais ça existe, ce que tu mentionnes. C'est vrai que c'est un enjeu, exactement. Pour les centres d'appel, plusieurs organisations utilisent ça. Tu te présentes, tu donnes tes informations, quelques informations, puis il y a un enregistrement de ta voix, puis ils sont capables de savoir qu'ils parlent vraiment à la bonne personne. Mais Virge, je le mentionnais, puis je me demandais, avez-vous quand même senti plus de besoin au niveau du support technique?
quand vous avez rajouté l'authentification, c'est de quoi qu'on remarque des fois dès que tu mets comme un two-factor, là, tu reçois beaucoup plus de demandes clients. Puis... Je dirais pas beaucoup. Il y en a eu des demandes d'accompagnement, des gens qui, parce qu'il y avait une méthode optionnelle, il y a des gens qui voulaient retirer cette méthode-là, puis après ça avoir un courriel ou la notification par message texte pour avoir le code. Fait que d'accompagnement pour la bonne méthode pour faire le changement de préférence. Malgré qu'on a tous les articles d'aide en ligne disponibles, il y a des gens, des fois, ça fonctionnait pas pour X raisons. Puis notre équipe de service conseil est toujours là pour les accompagner. Puis je pourrais dire que notre stratégie, on voulait pas déstabiliser nos clients. Dans le fond, on avait déjà l'option d'authentification à 2 facteurs à l'aide d'une application Authenticator que le client devait télécharger. Donc, on n'a pas enlevé cette option-là. Ça aurait pu être un choix, mais on n'a pas voulu enlever pour ceux qui ont adhéré à cette qui fonctionne très bien, d'ailleurs. Donc, ce qu'on a fait plutôt, on a ajouté d'autres méthodes d'authentification. On a bonifié notre offre qui était existant, et puis on l'a fait en phase. La première semaine, on l'a fait sur le portail, puis après, l'application a suivi la semaine suivante, dans les jours après. Donc, on a pris vraiment le temps de bien déployer. Bien joué. Bravo. All right. On va passer à un petit segment que j'aime bien faire avant la fin. Fait que là, encore une fois, on s'est vu cette semaine, je vous ai donné des cadeaux, mais là, j'en ai encore. J'ai d'autres cadeaux. Mais pour avoir ce cadeau, cette fois-ci, vous devez répondre à des questions. Donc, je vous laisserai piger une question, mais j'aimerais que chacun d'entre vous réponde à la question merci. Qui est pigée. Puis là, il faut faire attention. J'ai déchiré un papier tantôt, fait que Nick a écrit à l'endo, fait que c'est l'écriture de gars qu'il faut regarder. Celle-là, exact. Oui, ça, c'est mon écriture. De gars. De gars. Quelle est l'application la plus utilisée dans votre téléphone? Puis là, on n'a pas le droit de répondre Google, Calendar, quelque chose de plus funky que ça. Veux-tu commencer, puis je vais compléter? J'allais dire YouTube, mais là, j'apprends que je peux pas dire. Ben, s'il y a une bonne justification, c'est accepté. C'est un peu drôle à dire. Il y a quelques années, j'avais lu que c'est le moteur de recherche, un des moteurs de recherche le plus utilisé, mais c'est vrai qu'on peut apprendre beaucoup. Ça va de cuisiner à apprendre sur un concept qu'on ne comprend pas. Maintenant, il y a de tout sur YouTube. Fait que je pourrais dire probablement c'est YouTube. Juste par curiosité, là, puis c'est un peu intime, fait que t'es pas obligé, mais c'est quoi qu'on retrouve sur ton feed YouTube? C'est quoi que tu regardes? Beaucoup de choses. L'intérêt personnel, là, ça va de l'astronomie à tech, politique. Fait que ça va vraiment. Puis, ou même comment réparer quelque chose chez moi que je n'arrive pas à trouver la solution. J'ai une maison aussi. Mon YouTube a ça. Je trouve que c'est une façon intéressante. C'est un support intéressant que, en tout cas, les gens semblent vouloir prioriser le visuel. Peut-être, est-ce qu'on a un deuxième choix aussi? Si on ne parle pas de l'application Google, je dirais les applications qui sont axées sur les nouvelles. Là. Donc, probablement la presse. Puis, est-ce qu'on peut s'attendre à une chaîne YouTube pour Féric, pour du contenu éducatif? Probablement. On a du contenu. Oui, mais c'est plus... nos contenus sont plus concentrés sur le site web, Féric. Donc, à voir. Ouais, de mon côté, oui, les applications de nouvelles. Moi, pour mon YouTube, j'ai 2 jeunes enfants, 7 ans et presque 9 ans maintenant, puis ils prennent souvent l'appareil de papa pour aller voir du YouTube. Coco Melon. Ouais, mon feed YouTube est tout mélangé là-dedans, puis c'est vraiment divertissant et un peu pêle-mêle. Moi, l'application que j'utilise assez souvent, presque tous les jours, là, c'est GoTransit. C'est pour le transport en commun. Quand je viens au bureau, j'ai différents modes de transport en commun. J'enchaîne, puis je trouve que l'application est vraiment le fun. Un bon niveau le UX est intéressant. Puis, tu peux voir en temps réel son boss, ton autobus arrive. Puis, ça me permet de mieux planifier mes transports avec mes obligations familiales. Je suis assez occupé. Nice. Ouais. Nice. Nick, je t'ai jamais renvoyé la question, mais on dirait que j'aimerais ça savoir, toi, c'est quoi l'application la plus utilisée dans ton téléphone? J'y avais déjà pensé en plus, puis là, j'ai... Attends. Parle-y. Faut que je le dise. Hein? Oui. OK. On coupera au montage, au pire, si c'est trop long. Ouais, c'est ça. 3 minutes de... Moi, j'ai réfléchi.
L'app la plus utilisée, ben moi aussi la presse, je regarde bien gros ça, là, j'en lis beaucoup en me réveillant, là, j'essaie d'être original un petit peu plus. L'app Notion, c'est sûr là, que je suis tout le temps là-dessus. Je prends toutes mes notes, je prends mes notes personnelles, on l'utilise beaucoup au bureau, nous, Notion, pour tout ce qui est documentation. Je fais mes listes d'épicerie, quand j'organise des voyages avec mes chums de gars, je nous fais des dashboards. Notion, je suis vraiment intense. Fait que ouais, c'est sûr, c'est Notion. Cool. Fait que... Ben toi, Virge, vas-y, là, t'es la seule, on fait un tour de table. Oh, mais moi, j'anime. Bravo. C'est mon tour. L'application, ben, c'est très Gen Z ce que je vais répondre, mais TikTok. Ouais. J'écoute beaucoup de TikTok, mais c'est très instructif. J'apprends plein de choses à tous les jours sur TikTok. Pas toujours des choses pertinentes, mais quand même pertinent et overall. Sinon, ben, j'utilise vraiment beaucoup mon iPad, puis je suis toujours sur GoodNotes. On dit de moi que je prends de très belles notes, que j'écris très bien sur mon iPad. C'est quand même un flex. J'adore cette app. OK, prochaine question. On fait piger Firouz. Oh. Donc, quel est le pire UX auquel vous avez été exposé? C'est drôle, hein, j'en parlais avec Maxime. J'ai dû utiliser l'application HopHop pour le service de garde de ma fille qui est allée au camp de jour cet été. Et j'ai utilisé une application similaire pour l'école. Puis le but, c'est simple. Pour utiliser cette application, c'est quand tu vas aller chercher ton enfant au service de garde, ben, tu avises 5-10 minutes d'avance. Et une action aussi simple, c'était vraiment difficile. Il y avait une géolocalisation, mais finalement, ça ne marchait pas. Il fallait utiliser un mode manuel. Ma conjointe aussi, elle m'a dit qu'elle avait aussi des difficultés. Puis j'ai sondé d'autres parents aussi. Toutefois, Maxime a eu une meilleure expérience. Oui, on en parlait hors d'onde, juste avant le podcast. Puis moi, je trouve que ça fonctionne bien. Ben, c'est sûr que j'ai un petit apprentissage, comment l'utiliser, mais ça prend, on dirait, un peu de délai à l'avance. Tu peux faire une saisie d'heure manuelle pour aller chercher. Fait, peut-être que ça dépend de notre utilisation. Je vais coacher Firouz pour le okay. Mais en même temps, tu sais, je me suis récemment fait dire un UX, c'est comme une joke, il faut que tu l'expliques parce qu'il n'est pas bon. Oui. Ouais. Mais ouais, fait que peut-être que... Ben moi, c'est justement pour le développement de notre application mobile, c'est des fois, je parle pas beaucoup de job avec ma conjointe, fait que j'en profite. Je dis, qu'est-ce que tu penses? Puis il me dit... puis si je dois l'expliquer, je dis OK. On retourne à la table de dessin. Test utilisateur. Pour faire du pouce sur ce que tu dis, moi, de mon côté, c'est l'application que j'ai installée l'année passée, une sonnette vidéo à la maison pour voir qui vient, pouvoir répondre à distance à quelqu'un. Ça fonctionne vraiment pas bien. Le UX n'est pas bon. Il y a un délai entre le moment où ça répond, tu vois le feed. Puis aussi les paramètres de sensibilité de la caméra, etc. Ça se déclenche tout le temps quand il y a du mouvement dehors, du vent qui fait bouger les feuilles, des choses comme ça. Puis à chaque fois, je ne sais pas si ça a changé avec les différentes versions, mais je cherche des paramètres que je sais qui sont dans l'application, je les retrouve jamais. Le menu a changé, je peux plus ajuster la caméra pour essayer d'avoir une meilleure expérience avec ça. Mais c'est vrai que souvent, ces gadgets-là, les apps, tu sais, le UX n'a pas suivi. Là. J'ai une caméra pour un bébé, moi aussi, chez nous. Puis même un peu... C'est un bordel, là, cette app-là. Là. C'est fonctionnel bien rien, puis décevant. Oui. All right, bien, merci beaucoup pour vos réponses. Ils ont-tu gagné les trucs? Ils ont gagné les trucs. Oui. Je les remets. Wow. Fait que plus de merch Sturbridge, si vous n'en aviez pas assez. On est sur la fin, fait que je vous laisserai quand même l'opportunité de prendre le micro, de nous dire où est-ce qu'on peut vous suivre, ce qu'on peut s'attendre pour Féric dans les prochaines semaines, mois, années à venir. Sur nos plateformes, ferric.com, portail.ferric.com pour le site web. Et, allez chercher notre application mobile. C'est un super beau produit fait par des génies de développement l'application mobile. On est présent sur LinkedIn et également Instagram. Je dirais plus actif sur Instagram aussi. Ah ouais? Good. Ouais. Vous utilisez Instagram pour justement créer du contenu éducatif ou plus pour... Oui, on a contenu aussi. Brian, qui est dans l'équipe de développement des affaires, qui est très actif aussi à faire même des petites vidéos.
Fait que je vous laisserai découvrir. Je vais pas vous en parler. Il fait des sketchs, right? Ça se peut-tu? J'ai vu des sketchs féeriques, me semble, avec... Oui, on a des partenaires avec qui on travaille. Des influenceurs. Oui, mais Brian, il travaille pour Service d'investissement féerique, donc il fait partie de l'équipe de... On est aussi sur les campus universitaires de génie, dans la grande région de Montréal, un peu à l'extérieur, à l'occasion. On se promène avec notre équipe, Brian, Nicolas notamment, sont là. On peut vous croiser en personne à l'occasion. Puis votre podcast, vous en avez parlé tantôt, ça c'est sur l'app exclusivement? C'est nouveau, le podcast, c'est sur le site aussi, mais également des webinaires qu'on offre sur notre site. On est très actifs sur différentes périodes de l'année selon les besoins, surtout la campagne réelle pendant la campagne, les gens ils ont beaucoup de questions pendant cette période-là, fait qu'on en profite pour faire plusieurs webinaires, mais je dirais que si vous vous abonnez, il devrait avoir des contenus à chaque mois ou à tous les 2 mois si je ne dis pas des bêtises. Puis les webinaires, vous faites ça entre membres de l'équipe ou vous avez des invités? Les deux. OK. Ça dépend des sujets. On a souvent des experts qui viennent commenter des sujets d'actualité qui peuvent avoir de l'influence sur la finance, les élections américaines, par exemple. Ça s'appelle comment? C'est toujours des webinaires. Le webinaire. OK, webinaire, OK. Oui, ferry.com/webinaire, si je me donne. C'est ça, quelqu'un de marketing qui nous donne des idées pour nommer les webinaires avec un titre accrocheur. Il faudrait. All right, merci beaucoup d'être venu jaser avec nous cet après-midi. Puis, merci à nos auditeurs. Allez nous suivre si vous ne nous suivez pas. Merci, Nick. Merci beaucoup, les gars. Merci, c'est un plaisir.